in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 149 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode pour m'accompagner cette semaine. C'est assez exceptionnel, toute l'équipe, je vais donc les présenter par ordre alphabétique, pas de jaloux. On a tout d'abord Alan, ça va Alan ? Salut Ben, salut tout le monde, ça va super. Bien remis de ta petite maladie qui t'a écarté, maladie c'est un gros mot, la semaine dernière ? Gros virus, mais j'ai eu le meilleur remède possible, donc ça va. Un titre, monsieur. Pour compléter, on a Pierre, ça va Pierre ? Ça va Ben, salut tout le monde. Un presque retour, ça faisait longtemps. Ouais, ça fait assez longtemps que j'étais pas venu ici, donc ça fait plaisir. Et pour compléter l'équipe, on a Tom. Ça va Tom ? Ouais, ça va et vous ? Ça va très bien Tom, après une semaine très agitée. Cette semaine, on va revenir sur la trade deadline. Comme on va le faire la semaine prochaine, on va faire ça sous le format Power Ranking, un pour l'Est, un pour l'Ouest. On démarre par l'Est parce qu'il s'est passé énormément de choses à l'Est. Ça va se placer sous cette forme. On a fait tous un classement. On a réuni les 4, un Power Ranking donc de 1 à 15. 2 critères pour ce Power Ranking. Un, tout d'abord, c'est le niveau de l'équipe jusqu'à présent. Et le second, c'est les chances en play-off. Le niveau de cette équipe, les chances qu'aurait cette équipe en play-off si jamais les play-offs commençaient tout simplement maintenant. Le programme est très chargé, donc pas d'overtime. Comme chaque semaine, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Petite note d'ailleurs, ça ne concerne qu'une très petite minorité, mais je pense que pour la première fois, je vais être obligé de faire ce rappel. Quand on nous interpelle sur les réseaux sociaux, on exige le respect, c'est la moindre des choses. Alors, ça coule de source pour beaucoup d'entre vous, mais apparemment pour certains moins. On s'excuse d'avoir à le dire parce qu'on sait que pour 99% de nos auditeurs, c'est logique, mais pour une petite minorité, apparemment, ça ne l'est pas. Donc nous, on fait l'effort de bien souvent vous répondre. Ce qu'on demande, c'est juste le respect. C'est pas trop demandé. Merci. Après ce petit rappel que je ne voulais pas faire, mais je me suis senti obligé de faire, on va se retrouver dans quelques secondes pour le début du Power Ranking, juste après la pause. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. L'Est n'est-elle pas en train de devenir la conférence la plus intéressante ? Peut-être. C'est ce qu'on va voir dans ce Power Ranking. Petit point que je n'ai pas précisé dans l'intro pour éviter qu'elle soit trop longue. On va pas s'arrêter sur toutes les équipes pour éviter que l'épisode dure 2 heures. On va s'arrêter que sur les équipes qui ont bougé durant la trade deadline ou les équipes qu'on n'a pas abordées depuis longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, les Knicks, dont on va parler très rapidement, ont eu un épisode consacré à eux la semaine dernière, donc on va passer très très vite sur ces équipes. Pour ménager le suspense, on va aller à rebours de 15 à 1. On démarre par les Knicks de New York. Pour ce qui est des mouvements récents, Wes Matthews et Enes Kanter ont été libérés de leur contrat. Pour ce qui est des Knicks, on vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière, on est revenu très largement sur le trade de Kristaps Porzingis. 14e place, on enchaîne les Cleveland Cavaliers. Au niveau des moves, ils ont envoyé Rodney Hood à Portland contre Nick Stauskas, Wade Baldwin et 2 choix du second tour 2021-2023 de Portland. Stauskas et Baldwin ont été échangés à nouveau dans un trade à 3 avec Sacramento et Houston. Cleveland a reçu Brandon Knight, Marquise Chris, le premier tour des Rockets de cette année, protégé top 14. Donc en gros, ils auront le premier tour des Rockets à la prochaine draft et le second tour des Rockets en 2022. Tom, tu as voulu parler de ces Cleveland Cavaliers, dis-moi pourquoi. Alors tout d'abord, moi je trouve que les Cavs, ils ont fait quelque chose d'intéressant, ils ont été honnêtes avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu qu'ils jouaient à rien.
Alors certes, il y a peut-être le retour de Kevin Love là qui est revenu de sa longue blessure. Ils ont pas réussi à l'échanger, mais à part ça, en fait, tous les role players qu'ils ont identifiés et pour eux ne faisaient pas partie de leur futur, ben ils ont réussi à obtenir quelque chose d'eux. On voit qu'ils avaient déjà fait un premier transfert pour Kyle Korver pour récupérer Alec Burks qu'ils ont à nouveau packagé pour récupérer encore un petit quelque chose. Donc je trouve que la génération d'assets, même si ce n'est uniquement des seconds tours de draft, je crois qu'ils en ont récupéré 6 en tout depuis le début de la saison. Pour moi c'est bien joué, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient avec très peu quoi. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur Cleveland qui n'a pas buyout J.R. Smith, c'est aussi une des infos. J.R. Smith est toujours dans l'effectif, on l'aurait presque oublié. Alan, Pierre, quelque chose à rajouter sur Cleveland? Non, ils sont dans l'objectif tanking, ça fait déjà un moment, hein. Donc pas surprenant de les voir. Ils ont réussi à récupérer un tour de draft, un premier tour, ça reste quand même intéressant. Donc mais pas grand chose à dire, sauf peut-être Marquis Chris et Brandon Knight qui quand même ont l'air de bien voyager ensemble ces derniers temps. Tout comme Wade Baldwin et Nick Stauskas. C'est des lots en fait. Pierre, quelque chose à rajouter sur Cleveland? Pas forcément. C'est bien pour eux qu'ils arrivent à récupérer quelques tours de draft, même s'ils seront pas très hauts, mais au moins ils sont dans leur optique de tanker et de reconstruire après une période où ils allaient très loin en play-off avec LeBron, et voilà, ça prend forme petit à petit. Après, est-ce qu'ils auraient pu récupérer mieux? Je pense pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour eux. Ok, on va enchaîner peut-être avec une des équipes dont il faut parler, parce que là c'est beaucoup plus intéressant. À la 13e place de notre Power Ranking de l'Est, on retrouve les Chicago Bulls. Le gros trade pour les Bulls, c'est l'acquisition d'Otto Porter, top 15 shooter, en provenance des Wizards contre Jabari Parker, Bobby Portis, et le choix 2023 des Bulls, protégé top 36. Alors ça c'est une protection que je pense que j'avais jamais vue. Plus tôt, ils avaient également Cocorico, également acquis Timothée Luwawu et du cash en provenance d'OKC contre un choix du second tour protégé top 55. Pierre, du coup, vu que t'as pas beaucoup parlé sur Cleveland, je vais te relancer sur Chicago. Côté Bulls, j'adore ce trade. Est-ce que j'ai raison? Moi, je trouve que ça a plutôt du sens parce que Otto Porter qui récupère, c'est quand même un joueur qui a un contrat max, c'est quand même un joueur qui a du talent, c'est un joueur, très bon joueur NBA qui sera peut-être leur meilleur joueur, même quasiment sûr. Pour l'instant en tout cas, et après ils ont perdu Bobby Portis, le castagneur, qui ne se fondait plus dans cet environnement-là et ils avaient du mal à l'exploiter, même s'il en sortie de banc il avait fait quelques perfs au scoring, et Jabari Parker qui était un fit qui ne fonctionnait juste pas en fait, et que ça fonctionnait juste pas chez eux. Donc récupérer Otto Porter qui est quand même un ailier, c'est un poste important, ils en avaient pas du tout. Je trouve ça intéressant pour eux, ils pourront construire avec lui Lavine, Markkanen aussi qui revient bien. Je trouve ça vraiment intéressant en fait, à voir comment Otto Porter va se fondre dans ce collectif-là, lui qui a toujours joué avec John Wall et Bradley Beal pour l'épauler entre guillemets, comment il va s'adapter à cet environnement-là où il aura peut-être plus de responsabilités, ça sera à voir. Mais moi je trouve que oui, ça a du sens, ça a complètement du sens pour eux de faire ça. Le poste 3 à Chicago était vide depuis pas mal de temps. Moi, j'avoue que j'apprécie énormément ce move. Alan, qu'est-ce que t'en dis? Ils avaient peut-être pas eu la possibilité de trouver un 3 à la draft. Ils se protègent avec Otto Porter qui certes est payé cher, mais on sait que Chicago ne va pas être compétitif dans les une ou dans la prochaine année ou celle d'après. Donc, attirer Otto Porter, ça me paraît être un bon mouvement. Et puis surtout quand tu regardes la contrepartie qu'ils ont envoyé, ils ont pas envoyé des pics, ils ont pas envoyé vraiment de jeunes assets, ils se sont débarrassés de Bobby Portis à qui ils avaient proposé une extension assez lucrative que Bobby Portis a refusé. À voir si c'est une bonne décision. C'est incroyable. Je suis pas sûr. Je pense que Bobby Portis va s'en mordre les doigts, et Jabari Parker qui va bientôt faire ses valises pour des pays asiatiques. Donc c'est un peu c'est quand même la contrepartie est bonne. Ils avaient un poste 3, voilà, c'était peut-être un des postes les moins fournis sur une position pour une équipe NBA, le poste 3 des Bulls. Là, tu récupères Otto Porter, ça peut te permettre de faire autre chose à la draft que de sélectionner un forward, parce que c'est quand même beaucoup une draft de forward pour eux qui vont drafter haut. Ils pourraient faire autre chose, aller drafter un meneur par exemple, ou d'autres choses comme ça. Et puis surtout, je trouve que Chicago, c'est pas une équipe qui... En fait, c'est peut-être une équipe qui s'imagine plus attractive qu'elle ne l'est. Genre, pour aller chercher un bon joueur à la free agency, ça fait longtemps qu'ils ont pas pris un bon joueur à la free agency. D. Wade, il y a 2 ans, c'est peut-être
Voilà, on n'en parle pas. Mais voilà, là, t'as un joueur sûr, un poste 3 qui va bien se fondre avec les jeunes et, ouais, franchement, je trouve, même si c'est cher, ça reste un bon trade. Je suis vraiment d'accord avec vous. Tom, quelque chose à dire sur l'arrivée de Otto Porter, top 15 shooter à Chicago? Rien à rajouter par rapport à ce que vous aviez dit. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour eux, notamment par rapport au fait que, voilà, c'est un poste 3 qui est dans la moyenne. Certes, c'est un gars qui est surpayé par rapport à sa production, mais qui est sur un poste où il y a une vraie nécessité aujourd'hui dans la ligue. Un petit plus, c'est un poste 3 qui shoot, et ça va être intéressant, notamment pour le développement des joueurs qu'ils ont à la main, et notamment Chris Dunn, puisqu'il sera entouré de joueurs qui seront tous capables de shooter, surtout quand Wendell Carter va revenir. Donc, il sera dans des conditions optimales pour pouvoir jouer, et s'il réussit pas dans cet environnement-là, je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Et puis ça va aussi libérer aussi un peu d'espace pour un joueur comme Markkanen qui commence déjà à faire quelques cartons. Même si je pense que les jours de Chris Dunn en tant que meneur titulaire de Chicago, oui, sont plus que comptés. Hein. Il faut qu'il draft un meneur à la prochaine draft, tout simplement. Et après, t'as un... Je sais pas s'il faut qu'ils draftent absolument. Je pense ils sont pas encore dans une optique où, voilà, tu vois, tout est déjà ok, il faut drafter au fit. Je pense qu'ils doivent drafter le meilleur talent, et limite, des meneurs, il y en aura plein sur le marché. Il faut juste qu'ils arrivent à trouver un meneur fonctionnel pour développer leurs jeunes intérieurs, puisque eux, ils basent leur reconstruction sur un front de cours. Ouais, mais du coup, tu vas pas drafter un autre intérieur. C'est juste, potentiellement un 2-3, oui, mais il faut qu'ils aillent pas redrafter un 4-5 ou là où ils ont un noyau dur si tu comptes sur Lavin, Porter, Carter et Markkanen, c'est pas mal. Tu vois, tu peux commencer de voir un petit peu ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, en fait. C'est d'accord. Après, même si pour eux, peut-être que la solution, ils vont être obligés d'échanger peut-être un de ces joueurs-là, ou parce que, comme l'a dit Alan, on est sur une draft d'ailier, donc il va peut-être avoir un embouteillage au bout d'un moment. Mais au moins, c'est une bonne assurance d'avoir Otto Porter. Rien à rajouter sur les Bulls. On est très rapide pour l'instant. Je suis assez content. On tient le rythme. On enchaîne par les Hawks. Là encore, une équipe où il y a trop rien à dire. C'est assez intéressant, par contre, de voir qu'on a été assez d'accord pour tous mettre les Hawks au-dessus de ces trois équipes de fin de classement qui sont les Bulls, les Cavs et les Knicks. On les voit donc tous les trois pas finir dernier à l'Est, et même si on peut en parler en 30 secondes, c'est un petit exploit parce que ça, on ne l'aurait pas anticipé au début de saison. Ça vous laisse pantois, voilà. C'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe. Je pense que ils sont peut-être même surpris, en fait, que ce soit aussi mauvais derrière eux. C'est plus, non, mais c'est sérieux. Aussi bon aussi, peut-être. Si mauvais si tôt. Ouais. Puisque les Hawks ils sont corrects, hein. Trae Young fait un bon dernier mois, John Collins, il est intéressant. Finalement, ils n'ont pas échangé Taurean Prince, alors qu'il y a eu des bruits autour d'un possible échange le concernant. Ils ont aussi gardé les vétérans, ce qui peut être assez surprenant, puisque, on s'est dit que, moi je me suis dit qu'ils vont essayer d'éviter de faire les erreurs, entre guillemets, qu'ils ont fait avec Ilyasova et Belinelli, qu'ils ont été obligés de buy out la saison dernière et qui sont partis à Philly pour rien. Ils n'ont rien obtenu pour eux. Et là, du coup, même scénario avec Jeremy Lin et Dwayne Dedmon qui sont expirants. Donc après, peut-être que eux, ils se complaisent là-dedans, et que pour eux, c'est plus important d'avoir ces gars-là encore dans l'équipe, puisqu'ils aident à la formation des jeunes joueurs. Ok, juste pour ce qui est de leur move, ils ont tradé Tyler Dorsey à Memphis contre Shelvin Mack. Mack a été coupé, et ensuite ils ont envoyé leur second tour 2020 protégé top 55 à Boston contre Jabari Bird. Bird a été coupé, donc en gros ils ont acquis 2 joueurs pour les couper. Juste, je me suis embêté à faire tous les résumés de tous les trades, donc je vais tous les sortir. Vous pouvez être sûr de ça. D'autres qui avait un souci avec la justice. Pas qu'un souci, plusieurs, on va dire. Un gros souci. On enchaîne à la 11e place de notre Power Ranking par les Washington Wizards. Comme je l'ai dit donc à l'occasion de la présentation des Bulls, les Wizards ont envoyé Otto Porter à Chicago contre Jabari Parker, Bobby Portis à un choix du second tour de Chicago en 2023. Puis ils ont envoyé Markieff Morris et un choix du second tour à New Orleans contre Wesley Johnson. On a également appris la blessure au tendon d'Achille malheureuse de John Wall, mais ça on va peut-être l'écarter. On essaye souvent, quand on présente des trades dans notre émission, de comprendre ce qu'avaient les équipes dans la tête. Je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'avaient les Wizards en tête quand ils ont fait ces mouvements-là. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Non. Passer sous la taxe. Sous la taxe. Voilà, tout simplement. Ce sont des moves financiers. Passer sous la taxe. Mais ils ont réussi à le faire. Écoute. C'est triste. Libérer Bradley Beal de là. Vraiment.
Oui, c'est vrai. Non, mais je vois pas pourquoi j'ai posé ma question, parce qu'en fait, je l'ai mis en dessous dans ma fiche move financier. Enfin, bref, ça fait rien, mais oui, on va dire que, comme l'a dit Pierre, je vais peut-être te lancer là-dessus, Pierre. Bradley Beal n'a pas été échangé, c'était assez improbable, mais là, ça semble quand même sentir la fin de cycle à Washington. Et l'échange de Bradley Beal, on l'a pas eu en février, mais on pourrait l'avoir en juin, ça serait pas surprenant. Moi, déjà, je suis Bradley Beal, je le demande. Je suis honnête, moi je demande mon transfert parce que t'as plus rien à faire dans cette équipe-là. John Wall, tu sais pas comment il va revenir, il est blessé pour maintenant très longtemps. Il risque pas de jouer même la saison prochaine, donc ça va être compliqué. T'as un vestiaire, je pense que avec Portis et Jabari Parker, ça devient, mais je sais même pas comment ils se gèrent dedans, parce que c'est quand même pas les derniers non plus. Enfin, pour moi, ils sont dans une phase où il faut tout faire exploser. Ça a commencé avec Porter. Wall est quasiment intransférable, je pense, à ce niveau-là. Mais Bradley Beal, allez chercher des tours de draft pour lui et libérez-le. Ça sera bénéfique pour le joueur et pour les Wizards parce qu'ils vous feraient rien avec cet effectif-là, en fait, tout simplement. Donc, voilà, moi, je suis Bradley Beal, je demande à me faire transférer. Pour toi, c'est le prochain candidat à la pré-agence? Oui, en gros, oui. Il va faire une Anthony Davis l'année prochaine s'il est pas transféré. Pour moi, c'est largement possible. Okay. Tu penses qu'il peut être encore là en septembre prochain? Il peut, j'espère pas. Il peut être encore là parce que tu sais jamais ce qui va se passer. On pensait pas qu'Anthony Davis serait encore là, peut-être à la trade deadline à un moment. Hein. Donc voilà, tu t'es jamais sûr de ce qui va se passer, mais si jamais il est encore là, pour moi, il doit demander un trade, c'est obligatoire. T'es en train de gâcher tes meilleures années de ta carrière dans une équipe qui en vaut pas la peine actuellement. Il faudra voir qui est-ce qui a les moyens d'aller le chercher et qui est-ce qui va le voir. Potentiellement, moi, je vois bien les Clippers, tu vois, s'ils se ratent sur tous leurs agents libres, essayer de monter un trade pour le récupérer. C'est une équipe qui va se rater sur les agents libres, qui va aller chercher Bill. Ouais. Ouais. Et c'est un très bon lot de consolation. Hein. Oui, c'est ça aussi, c'est que c'est quand même un joueur, qui est qui joue des deux côtés du terrain, qui peut créer ton attaque, qui peut jouer sans ballon. Enfin, c'est un profil qui est intéressant pour beaucoup d'équipes, hein, donc. Et les blessures semblent être derrière lui, donc tant mieux, quoi. Moi, je le vois plus comme une assurance touriste que pour aller chercher les Lakers avant la free agency, justement. Genre le jour de la draft, tu penses? Ouais, par exemple. Pour s'éviter un scénario catastrophe où il récupère personne. Ouais, on ramène rien, ouais. Parce que ce scénario existe, on parle pas de l'Ouest, hein, mais ça pourrait être une équipe qui pourrait être intéressée par Bradley Beal. Mais donc, du coup, il faudra faire un épisode là-dessus, je pense, parce que là, l'échange d'Otto Porter, la blessure de John Wall et peut-être le départ plus ou moins proche de Bradley Beal qu'on anticipe, ça sonne le glas de l'époque Porter, Beal, Wall à Washington, et ce qu'on peut dire, c'est que ça a été quand même sacrément décevant. Hein. On va pas tirer le bilan aujourd'hui, mais il faudra reprendre vos caps de GM proprio pour faire un épisode spécial reconstruction Wizards, les gars. On aurait limite dû le faire avant qu'ils envoient Porter. Quelqu'un nous l'avait proposé, je crois, sur Twitter de tête. On aurait dû limite le faire avant, mais oui, c'est vrai qu'il y a un sacré chantier du côté de Washington, et le problème étant que t'as 40 millions qui vont bientôt être bloqués sur John Wall. Donc c'est pas. Après, c'est aussi l'occasion pour les GM de se regarder dans un miroir, et aussi aux fans de l'NBA binaire de montrer en fait que la draft n'est pas une assurance tout risque, puisqu'en gros c'est la première franchise des années 2010 en fait qui a commencé à reconstruire Washington après ce qui s'est passé avec Gilbert Arenas. Ils ont récupéré un premier choix de draft avec John Wall qui était à l'époque incontestable, le troisième choix Bradley Beal qui était à l'époque aussi assez incontestable en troisième. On peut même être en deuxième. Limite en deuxième, tu vois. Donc c'est limite, ils ont réalisé une bonne affaire en le prenant là. Et aussi Otto Porter dans une draft qui est 2013 qui était très bizarre. Et finalement, ce corps-là, avec tous les premiers choix de draft, ils se sont manqués juste sur le pic, entre guillemets, de Jan Vesely. Et ce pic-là, il leur a coûté très cher, en fait. Après, il y a peut-être une question, on n'a pas le temps d'aborder ça, mais aussi de culture, parce que quand tu les prends séparément, Bradley Beal, on l'a dit, Porter, c'est un bon joueur de complément, et Wall, alors il a ses périodes, mais ça a été un All-Star pendant plusieurs années. Mais ils sont pas trompés à la draft, et même sur le papier, c'était pas incohérent ce qu'ils ont fait, en fait. Il y a eu plein de choses extérieures, des blessures, de l'environnement qui ont fait que, mais sur le principe, ils ont fait des bons choix, pour moi. Ça se finit comme l'avant, comme avec Arenas. C'est ça, sauf que ça suffit pas en fait ça leur a pas suffi pour devenir contender. Et le truc avec les Wizards, c'est qu'on garde une mémoire de playoff 2, mais en saison régulière, ils ont jamais été très fameux en fait. Non mais Tom, même en playoff, ils ont pas jamais été très fameux. Hein. Ils ont profité de leur adversaire, on va le dire comme ça. Ils auraient pu faire mieux.
sur certaines séries. Hein. Tu nous parles de Kelly Olynyk ici? Oui, c'est vrai. Et ouais. Ils ont envoyé Oubre aussi, genre, mais c'est aussi un move qui montre que voilà, Oubre c'était un choix loterie pour eux. Donc, exactement. Ils recommencent un cycle. Faut voir. Même si, et Pierre, t'as bien fait de le dire, il n'y a pas d'énormes busts, hein, à part Vesely, c'est vrai. Et c'est assez intéressant là-dessus. Vesely, Singleton, qu'ils avaient chopé loterie aussi à l'époque. Oui, Singleton, ouais. Après, les porteurs, Bill, Wall, Oubre, en soi, ils sont pas vraiment, ils sont loin d'être ratés, même. On va enchaîner par une équipe dont on va peut-être parler un peu plus. Orlando, un seul move, mais assez intéressant. Ils ont envoyé Jonathan Simmons et le premier tour du Thunder 2020, protégé top 20, et un second tour de draft qui va se décider entre 4 équipes, je vous la fais courte, contre Markelle Fultz. Alan, tu t'étais plaint plus d'une fois, et je crois que la dernière fois, ça devait être il y a 2 ou 3 semaines, du poste de meneur à Orlando. Que penses-tu de ce trade? Bah, encore un mec à la grande envergure qui shoot pas. Non, je rigole, je devais la faire. Franchement, j'aime bien le risque pris. T'as rien à perdre. Les Sixers vendaient bas Fultz. Parce que bon, tu récupères quand Jonathan Simmons, qui est un joueur qui avait signé un contrat de 3 ans, ou 2+1, je sais plus, et un choix, un premier choix de draft via OKC, tu tentes le pari parce que t'es obligé, parce que au bout d'un moment, tu peux pas à chaque fois commencer les saisons avec des meneurs de seconde zone. Là en ce moment, c'est DJ Augustine, des joueurs comme Jerian Grant et Isaiah Briscoe. Ouais, c'est pas possible en NBA, puis ça gâche le développement des jeunes à côté, des Isaac, des même de Gordon et compagnie. Ça gâche complètement ils ont besoin d'un bon meneur à côté pour faire leur gamme. Mo Bamba même qui est blessé et qui est désormais blessé. Donc bon, il y a pas de risque en fait. Il y a un risque, il y a un risque bien sûr parce que c'est un premier choix de draft et que voilà, pour l'instant c'est pas tout rose ce qui se passe pour lui, mais un nouvel environnement ça peut le relancer. Et puis je trouve la contrepartie est pas exceptionnelle pour le Magic, genre c'est quelque chose qu'il fallait tenter et je suis content qu'il l'ait tenté, à voir comment ça va se passer pour lui, mais je suis content. Un autre avis, je vais lancer Pierre parce qu'on sait que Pierre, tu étais souvent, quand on parlait de Fultz et que tu n'étais pas là, tu nous disais souvent vous êtes très 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 gentil avec Fultz. C'est d'ailleurs, je suis surpris de ce qu'a dit Alan un petit peu, parce que tout le monde me vend Fultz ici dans cette rédaction, mais genre vraiment, genre qu'il est talentueux, qu'il fallait faire jouer devant Redick, machin, et là il est transféré dans un environnement où il aura du temps de jeu, il aura un rôle peut-être important, à voir s'il est titulaire, mais s'il est en forme, en tout cas il aura un temps de jeu je pense conséquent. Mais vous devez être content, parce que là on verra si Fultz est vraiment bon en fait. Donc je m'attendais un peu plus d'enthousiasme de votre part, mais oui, moi au moins on verra ce que peut donner Fultz. Je pense que c'est bénéfique et pour lui et pour le Magic, comme l'a dit Alan, qui était à la recherche d'un meneur, et que c'est un bon pari à prendre, parce que comme vous l'avez souligné déjà, c'est un premier choix de draft qui était incontestable, c'est un joueur censé être talentueux, qui a eu des gros problèmes, mais à voir comment il va évoluer dans cet environnement-là, est-ce qu'il va revenir physiquement, voilà, c'est l'interrogation. Mais moi je pensais que vous allez être archi enthousiaste de ce qui s'est passé en fait. Je pense qu'on est à un stade où on pense que Markelle Fultz est peut-être cassé. Ouais, donc mentalement, c'est ce que pour moi j'avais acquis déjà depuis un moment en fait, et c'était là. Ça va, Madame Irma, tranquille. Non, mais c'est pour ça qu'on en débattait en interne, c'est que pour moi c'était déjà peut-être un peu tard et qu'il fallait pas abandonner, mais voilà, et que vous y croyez encore. Donc Tom, on ne t'a pas entendu sur le dossier. Je vais en parler un peu plus tard, mais qu'est-ce que tu penses de ce trade pour Philadelphie, pour Orlando, pour Fultz, voilà. Je pense qu'on était dans une impasse. Je suis assez surpris d'ailleurs que Philadelphie n'ait pas réussi à récupérer Terrence Ross plutôt que Jonathan Simmons, puisque c'est plus un joueur qui fitait mieux. Même sur leur banc. Ils ont demandé plus sûrement aussi. Ouais, certainement. Même si par exemple tu vois Jonathan Simmons, il va être intéressant notamment sur le côté défensif, sur les postes extérieurs. Mais moi je me dis que par exemple par rapport à son skill set et par rapport à la façon dont il avait été décrit à sa draft, Zaire Smith il correspondait plus à ce profil-là en fait. Donc c'est plus, je trouve plus que c'est de la duplication. Bon après c'est un joueur qui a des soucis aussi de santé comme tous les rookies des Sixers. Donc c'est à voir. Mais non, mais globalement je trouve que c'est assez intéressant que Orlando ait tenté ce pari-là. Moi je trouve que Fultz, il aurait fallu qu'il soit dans l'environnement il faut qu'il soit en fait en gros dans un environnement similaire à celui de Ben Simmons sans qu'il y ait Ben Simmons, sauf que c'était pas possible. Donc là je pense que ça va être intéressant pour lui de pouvoir
pouvoir tâter la gonfle un petit peu et ne pas être simplement un joueur de complément. Faut voir aussi, est-ce que le Magic va jouer pour aller en playoff, est-ce qu'ils vont jouer à fond ou est-ce qu'ils vont jouer la carte du développement. Mais sinon je suis assez content pour le Magic. Voilà, ils tentent le coup pour avoir un meneur, comme ça ils seront peut-être pas obligés de surpayer quelqu'un à la prochaine free agency ou de surdrafter aussi. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant pour eux. Et puis chose intéressante aussi dans ce trade là, c'est que le tour de draft qu'ils récupèrent, c'est un tour de draft qu'ils avaient déjà et c'est le tour de draft qu'ils avaient récupéré du trade de Jeremy Grant. Moi, je suis peut-être plus enthousiaste que la faction qu'a décrit Pierre de fans de Markelle Fultz. Je suis enthousiaste parce que, comme tu l'as dit, Tom, il va être dans un environnement où il va être mis au poste de meneur et avec le ballon. Déjà, on va pas lui demander d'être un autre joueur qu'il n'a jamais été. Et bon, le Magic a absolument rien à perdre avec son poste de meneur. Comme l'a dit Alan et Tom, surdrafter, ça aurait été une erreur. Le marché de la free agency au niveau des meneurs, soit il y a des joueurs que le Magic n'aura aucune chance d'attirer. Je pense à Irving ou Walker. Soit des joueurs dont il faut se méfier après, les Eric Bledsoe et d'autres joueurs dont je pense pas que ça, les Jeff Teague, dont je pense pas que ça soit positif pour eux. Donc, ils tentent un pari. Il y a rien à perdre. Orlando intéresse très peu de monde, donc Fultz va pas être épié comme il était à Philadelphie. Il y a absolument rien à perdre. Après, c'est sûr qu'il revient de loin, mais moi je suis plutôt content pour Orlando et j'espère que Fultz va réussir. Surtout ça. Je trouve pas, moi en plus, pour les avoir vu jouer un petit peu récemment, que l'environnement d'Orlando et leur façon de jouer, je trouve pas ça scandaleux en fait. C'est pas une mauvaise équipe comme il y en a d'autres. T'as Vucevic qui est All-Star, t'as des bons joueurs, ils savent à peu près utiliser leurs joueurs. Alors certes, quand t'es au niveau du banc, ça devient très compliqué, mais je pense qu'il a peut-être moyen de s'épanouir là-dedans en fait. Non, Orlando, moi je trouve que c'est vraiment une équipe bipolaire en fait. Quand tu vois deux cartons sur l'autre, Orlando, des fois tu as l'impression de voir une super équipe, tu te dis ah ouais, je comprends pourquoi ils sont si bons, ils sont à la course pour les playoffs. Et un autre carton, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une équipe bipolaire pour moi en fait. C'est même pas, tu vois, dans le même match d'un carton à l'autre, tu peux avoir deux équipes totalement différentes alors que ce sont les mêmes joueurs qui restent sur le terrain. On va peut-être conclure là-dessus Orlando, à part si quelqu'un a absolument quelque chose à rajouter sur Orlando pour la suite. Mais c'est un bon pari qu'on va surveiller, mais bon, juste deux petites remarques. Encore une saison sans playoff pour Orlando, on avait prévenu. Et Tom, parce que là, on en avait, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas encore parlé de nos classements particuliers, mais Tom, comme d'habitude, il me place Orlando au-dessus de tout le monde, Tom. Qu'est-ce que tu as avec Orlando? En 2 mots. Pourquoi passer au-dessus de tout le monde? Je les ai juste placés au-dessus de Détroit. Non, mais tu les as, moi, Alan, par rapport à on les a tous 10, tu les as 9. Orlando, j'ai l'impression que t'as une attirance avec Orlando que je n'arrive. Non, c'est juste que j'ai un dégoût de Reggie Jackson. Non, c'est parce que Tom, il veut avoir raison sur Orlando, tu vois. Donc ça fait 2 ans et demi qu'il les met devant tout le monde, comme ça, il pourra dire, je vous l'avais dit. Non, franchement, c'est vraiment le côté Reggie Jackson et Blake Griffin qui s'est pas encore blessé. Cette hate. Et bon, on va enchaîner sur Détroit. Du coup, Détroit 9e de notre classement. Le classement, on vous le mettra sur le site, sur les réseaux sociaux pour le suivre, si jamais vous en avez besoin. Donc, Détroit a bougé. Ils ont envoyé Stanley Johnson à New Orleans dans un deal à 3 contre Thon Maker qui arrive du coup à Détroit. Et puis aussi, ils ont envoyé Reggie Bullock aux Lakers contre un choix du second tour 2021. Et attention, j'ai regardé la prononciation sur YouTube. Vas-y. Et je m'en rappelle plus. Mikhailiuk, ouais. Mais c'est le prénom Sviatoslav. Tout le monde l'appelle Zvi, en fait. J'ai voulu le dire en entier, j'ai voulu, voilà, et je me suis lamentablement raté. Et ensuite, ils ont aussi coupé Henry Ellenson, leur choix de draft d'il y a 2 ans, pour ouvrir une place dans l'effectif à Wayne Ellington. Le plus intéressant là-dedans, c'est peut-être pas vraiment les moves, mais c'est que dans l'équipe, du coup, personne ne voit Détroit aller en playoff. Elles sont belles les drafts de Détroit dernièrement. Putain, tu vois, mais même leurs moves, moi, je comprends pas. Enfin. Ils se sont affaiblis. Oui, et tu perds des joueurs importants au poste où t'étais faible. Reggie Bullock, Stanley Johnson, tu récupères Thon Maker qui est un énième pivot que tu vas essayer de faire jouer. Enfin, je comprends pas en fait. Tu récupères pas de tour draft, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, quelle est la stratégie, est-ce qu'on joue les playoffs, c'est incompréhensible. J'ai énormément de mal à comprendre ce qui se passe là-bas. Moi, peut-être qu'ils se sont dit, avec ce qu'on a, ça suffit, puisque Charlotte aussi, c'est aussi une équipe bipolaire, ça suffit peut-être pour
faire les playoffs et c'est pas la peine de devoir utiliser un tour de draft pour juste aller se faire démolir au premier tour, par exemple. Donc ils se sont dit, bon, on garde l'équipe comme ça et puis on verra. Dans ce cas-là, ils l'ont pas gardé. Bah oui, dans ce cas-là, garde-la comme ça, traite pas Bullock et si tu sais que tu peut-être que vous voulez récupérer des trucs, tu vois, sur le long terme, puisqu'on sait que c'est une équipe qui a des soucis, qui a des soucis financiers. Bullock, c'est un des joueurs les moins chers. Hein. Oui, mais ils auraient peut-être pas pu le re-signer et peut-être que pour eux, tu vois, avoir le contrat de Svi Mykhailiuk sur plusieurs années, c'est plus intéressant et c'est un coût plus contrôlé que d'avoir Reggie Bullock que tu devrais peut-être utiliser ta mid-level pour pouvoir le re-signer, quoi, et l'équipe deviendrait trop chère. Ouais, c'est théorique, c'est vraiment théorique. C'est de la médiocrité dans la stratégie, quoi. Enfin, c'est bizarre. Enfin, ça peut se comprendre un peu vu qu'il récupère Ellington, en gros. Moi, s'ils n'avaient pas récupéré Ellington, j'aurais vraiment rien compris, tu vois. Je me serais dit, mais c'est vraiment terrible. Ils récupèrent Ellington qui est un super shooter pour eux, donc ça va leur faire du bien. Mais c'est vrai que ils récupèrent Maker qui est est-ce qu'on peut encore appeler ça un prospect, un projet juste théorique, je sais pas, tu vois. Stretch 5. Ouais, c'est ça. Stretch 5 théorique. D'ailleurs, c'est pas inintéressant d'essayer de le développer à côté de Blake Griffin. C'est pas inintéressant. Ouais, mais bon, comme c'est Ben qui avait tweeté, c'est toi qui as tweeté ça ce week-end, je crois. Ils ont pu aucun de leurs choix de draft premier, second tour entre 2013 et 2016 dans l'effectif. Ouais, mais tu vois, Ellenson, c'était un premier tour. Stan Johnson, c'est des échecs. Quand tu draftes aussi mal au premier tour pendant des années, au bout d'un moment, t'as des problèmes. Tu le paies sur et ça, cette stat-là, je l'ai juste sortie parce qu'en fait, il y a juste Andre Drummond, en fait, avant. C'est-à-dire, si tu pars avant 2017 et Luke Kennard, ils ont juste Andre Drummond encore dans leur effectif. Enfin, c'est, Et puis même des joueurs qu'ils avaient draftés se sont développés plus ailleurs. Genre, Chris Middleton, par exemple. Ou D-Windy. Oui, D-Windy, c'est l'exemple même de... Tu vois, c'est des joueurs qu'ils avaient chez eux et qu'ils ont pas réussi à... C'est, au bout d'un moment, la draft comme tu l'as dit, Tom, tout à l'heure, il faut pas avoir une vision binaire. La draft, c'est pas pourri. La draft, ça répond pas à tout. Mais quand t'es incapable de sortir des joueurs de la draft pendant plusieurs années, tu vas le payer tôt ou tard. C'est pas possible de vivre sans. Alors, après, juste Ellington, par contre, c'est une vraie bonne recrue pour eux. C'est exactement ce qu'il leur fallait. C'est juste con qu'ils aient fait, pour moi, des trades bizarres à côté. Ouais, oui, Ellington, ça se comprend, mais c'est vrai que Stan Johnson, Reggie Bullock, je pense contre Bullock, t'aurais peut-être pu avoir un quelque chose d'autre. Après, je sais pas, peut-être c'est parce que c'est un joueur que j'apprécie, mais je pense que t'aurais peut-être pu avoir, le contrat, il est tellement intéressant que t'aurais pu avoir peut-être autre chose que Svi Mykhailiuk. Mais bon. Après, Svi, il peut être intéressant aussi, puisque c'est un des rares joueurs qui est pas capable de créer quelque chose balle en main, quoi. Enfin, c'est un shooter. Ouais, mais il peut quand même créer, il peut créer un petit peu, tu vois, puisque quand tu regardes bien, à côté de Blake Griffin, il y a personne qui peut créer dans cette équipe-là. Enfin, Reggie Jackson, je suis vraiment désolé, les gars, moi je peux pas. Mais t'as pas à être désolé, Tom. Hein. Je peux pas du tout, les gars. Reggie Jackson, c'est incroyable. Hein. Je comprends pas ce qu'il lui a. L'action, il passe 5 fois la balle de suite à Griffin au poste. Non, mais il fallait trader Russell Westbrook et garder Reggie Jackson, les gars. Mais le truc qui me fait très peur dans tout ça, c'est que les Pistons récemment, c'est pas les rois pour développer des jeunes joueurs. Et là, quand t'as Maker et Svi, c'est pas des joueurs, faut les développer, ces joueurs-là. Il y a Kennard à développer aussi. Qui jouait. Kennard, il y a des rookies qu'ils ont, ils ont tellement un effectif pas ronflant que c'est Bruce Brown, un rookie du second tour qui start. Hein. Donc, tu vois, c'est compliqué pour parce que même Glenn Robinson, ça a pas payé non plus. Hein. Non, Glenn Robinson, non. C'est dingue. Ça fait 3 ans bientôt que l'émission a débuté. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des Pistons, il y a une espèce d'ombre. C'est la noirceur totale dans l'émission. C'est incroyable. C'est triste à chaque fois. C'est complètement fou. Ouais, peut-être. Alors que pour le premier épisode, on avait parlé d'eux alors qu'ils étaient en play-off. On avait de l'espoir. On les mettait 4 ou 5e l'année d'après au classement. Ouais. T'imagines? Le temps passe vite. On enchaîne, du coup, on entre en play-off. Premier pas en play-off avec le Heat de Miami, qui est donc 8e de notre power ranking. Le Heat a transféré Tyler Johnson et Wayne Ellington contre du cash. Wayne Ellington, du coup, vous avez compris, il a été coupé et du coup, il est arrivé du côté des Pistons. Ryan Anderson du côté de Miami. Miami a pas vraiment bougé. Moi, ma seule question par rapport à Miami, c'est dans notre classement le fait que Miami se retrouve à chaque fois, à part pour moi,
devant les Hornets. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de me convaincre pourquoi Miami est vraiment au-dessus selon vous des Hornets. Non, moi ils sont derrière aussi. J'ai les Hornets très haut, Alan. Parce qu'il a les Nets très bas, parce qu'il fallait se distinguer. On reviendra là-dessus. Pierre, Tom, pourquoi vous avez un peu plus... Est-ce que c'est sur le début de saison ou c'est vraiment en perspective d'une série de playoffs où vous avez plus confiance dans les Spoelstra, etc. que dans Charlotte? Moi, c'est parce que pour moi, les Hornets sont vraiment une équipe bipolaire. En fait, c'est un peu Orlando avec un petit peu plus de talent, et ils ont Kemba. Et puis aussi un peu par rapport aux attentes du début de saison, puisque ça représentait 50%. Pour moi, je pensais que, le Heat, ils ont une équipe qui est, leur force est dans leur nombre. Donc tu vois, ils ont perdu Wayne Ellington, ils ont perdu aussi Taylor Johnson, mais avec le retour de Dion Waiters, c'est comme si c'est couvert un petit peu. Et ils ont aussi le fait d'avoir maintenant Winslow en meneur, ils pouvaient se passer de ça. Donc moi je pense que ils seront plus réguliers entre guillemets que les Hornets. Alors les Hornets seront des hauts et des bas. On l'a vu hier dans le match le match contre Atlanta, ils mènent d'une vingtaine de points et puis on sait pas ce qui se passe au troisième carton. Extinction des feux et puis ils arrivent à s'arracher pour gagner le match à la fin. Enfin, pour moi, les Hornets aussi, c'est un peu comme le Magic, c'est une équipe bipolaire et je fais plus confiance au Heat. Ouais, c'est ça aussi en fait. J'ai aucune confiance dans les Hornets parce que t'es vachement dépendant de Kemba. T'as des joueurs qui ont loupé des matchs. Tu sais jamais ce que tu vas avoir de Batum. Il y a plein de choses qui font que cette équipe-là est très inconstante et que j'ai pas énormément confiance en eux et surtout en playoff, je les vois pas faire grand-chose en fait, honnêtement. Là où je peux concevoir le 8 embêter au moins un petit peu sur un ou deux matchs une équipe quoi. Alors que les Hornets, je vois passer, s'ils jouent les Bucks ou les Raptors, il y aura aucun problème pour eux. Alan, qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Parce que c'est vrai que t'avais les Hornets très haut en 6e. Par défaut de calendrier. Et moi je dis les gars, les Nets. Tu nous gardes pour la suite. Garde-nous tout ça pour la suite. Ok. Non, parce que je pense que les Hornets c'est. Alors oui, ils ont pas réussi à choper Marc Gasol, ça a capoté dans les derniers moments de la free agency. Mais bon, c'est une équipe qui a un joueur en Kemba Walker, je pense, qui a envie de bien finir la saison du côté de Charlotte. C'est une équipe qui a envie de bien finir la saison. Et du côté de Miami, je sais pas, je trouve que cette équipe tourne pas si bien que ça. Que là, il y a des matchs qu'elle doit gagner dernièrement, qu'elle perd. Alors, et dans sa course au playoff, c'est assez délicat. Je trouve que les Hornets, c'est une équipe qui développe des jeunes tout en ayant à côté des joueurs de métier, de savoir, et que je pense que par défaut ils vont être bien placés à l'est. Bien, c'est pas ronflant, ça vend pas du rêve, mais ils ont un calendrier plutôt abordable et ils ont des vétérans qui connaissent un peu la route entre guillemets. Donc je pense que par défaut ils vont finir plus haut que leur niveau réel. C'est un peu près pareil pour moi, la logique, c'est un peu du pile ou face, comme l'affrontement dont on va parler après. Je donne juste le bénéfice du doute aux Hornets à cause de Kemba. J'ai vraiment du mal, alors c'est complètement caricatural, mais j'ai du mal à voir qui va sortir la tête du côté du 8. Or c'est un beau collectif, c'est vrai, mais au bout d'un moment, même si on sait bien que toutes les têtes de série basse à l'Est cette année vont sortir au premier tour et assez rapidement, si tu veux un petit peu faire quelque chose ou espérer ou glaner un match, il faut que t'aies peut-être une tête qui ressorte. On a Kemba du côté des Hornets, j'ai absolument aucune idée à l'heure actuelle de qui est censé porter ou faire un grand match côté Heat pour faire du bruit. Ça dépendra peut-être du retour de Dragic, même si ça risque d'être compliqué s'il revient après le All-Star Game. Comment ils vont le réintégrer aux côtés de Point Winslow, je ne sais pas. Et là-dessus, à part si vous avez quelque chose à rajouter sur ces deux équipes, on va finir avec les 6 et 5 parce qu'on se réserve le quatuor de tête qui moi me fait rêver pour la fin. On va finir avec les Brooklyn Nets qu'on avait eu 6e et les Pacers qu'on avait eu 5e. On va parler de ces deux équipes-là en même temps parce qu'il y a eu un petit débat entre nous quatre. Pour ce qui est de Brooklyn au niveau des moves, ils ont donc ramené Greg Monroe et un second tour 2021 des Raptors. Contre du cash, Monroe a été coupé à la suite. Et pour ce qui est des Pacers, ils ont acquis Nick Stauskas et Wade Baldwin, un second tour 2021 des Bucks contre les alors là, c'est vraiment des joueurs obscurs, contre les droits de draft de Martinonen. Là, je sais pas ce qui se passe. Et ensuite, ils ont c'est l'Eurovision. Ils ont surtout réussi à ramener Wes Matthews.
Le vrai débat que j'ai et que j'aimerais bien qu'on ait, c'est par rapport à ce classement entre Hornets et Nets. Alors on sait, on le rappelle, 50% du classement c'est sur ce qui a été effectué pour l'instant, 50% c'est en vue des playoffs. Alan, je vais encore revenir vers toi parce que tu as les Nets en 7, c'est derrière les Hornets, et tu as les Pacers en 5. Alors que par exemple Pierre et Tom ont les Nets au-dessus des Pacers. Alan, vas-y, tout ce que tu voulais me dire il y a 3 minutes, tu peux le dire maintenant. Calendrier. Ils terminent le mois c'est un mois de la mort. Et c'est pas une équipe qui a des garanties de gagner des matchs. Juste sur son talent, elle peut se faire piger. Cette équipe, elle est capable de perdre chez elle contre les Bulls. On est en 2019. On peut pas assurer les Nets gagnant sur tous les matchs comme ça d'un coup. Genre, on n'est pas encore là. C'est une équipe talentueuse, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui a récupéré Caris LeVert, ça c'est sûr. Mais c'est une équipe qui a aussi perdu D-Windy, c'est une équipe qui a toujours des problèmes à certains postes clés. Et le dernier calendrier où ils se tapent un road trip à l'est, où ils vont jouer Lakers, Clippers, Blazers, Kings, OKC, Utah. Et ensuite ils jouent en espace de 10 jours Milwaukee, 2 fois les Sixers, Boston et Indiana. Je suis désolé, mais je les vois perdre des matchs, donc par défaut baisser dans le classement. Ok, c'est juste ça. C'est pas de peur par rapport aux playoffs, etc. C'est vraiment ils vont se prendre un mur en fin de saison, et donc du coup. Je pense qu'ils seront sûrement en playoffs, mais ils seront pas 5e ou 6e. Après, je peux me tromper, et ça serait hyper surprenant et super beau qu'ils arrivent à gratter ce genre de match, à vraiment faire des bons résultats à l'extérieur. Ça donnerait vraiment du crédit à Atkinson et à ce qu'il met en place du côté des Nets, mais j'ai du mal à le croire pour l'instant. Je donne la parole à la défense. Tom, vas-y. Pourquoi tu as mis Vas-y. Un peu comme Alan, j'ai pensé au calendrier, et moi je me suis dit que ça va plus les aider en fait à se forger pour la fin de saison. Donc je me dis que certes ils vont pas gagner tous les matchs, mais je pense ils auront de belles défaites, et ça va plutôt enclencher quelque chose de plus intéressant pour les playoffs. Et c'est pour ça que je les ai mis juste au-dessus des Pacers, puisqu'il y a un peu cet inconnu là et le retour de Caris LeVert. Alors les Pacers, c'est une équipe qui est super forte, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe même, c'est un bon collectif, mais en fait, moi, je les pénalise entre guillemets sur le fait que, en fait, je sais déjà en fait, et c'est juste pour ça. C'est pour ça que je mets les Nets avant. Il y a plus d'inconnus, il y a plus de potentiel selon moi, même si il y a moins de chances que les Nets arrivent à atteindre le niveau où sont les Pacers actuellement en tant qu'équipe. Pierre, c'est aussi pareil. Les Pacers en moins bons sans Oladipo, les Nets sur la bonne pente. Ouais, déjà oui, les Pacers, je les mets plus bas, alors qu'ils réalisent une très bonne saison jusque-là, qui est même peut-être sous-cotée comme saison, mais la blessure d'Oladipo, pour moi, déjà, toutes leurs chances en play-off, elles sont mortes, honnêtement, parce que là, ils vont gagner des matchs de saison régulière grâce à leur système, grâce à ce qui est mis en place, mais en play-off, ça marchera pas sans Oladipo. Et j'ai mis les Nets avant parce que ils ont eu une très très grosse série là, je crois il y a un gros mois en gros, où ils étaient vraiment bons. D'Angelo est allé chercher sa sélection pour le Star Game. Là t'as Caris LeVert qui revient, t'as eu Wes Matthews qui va faire un petit apport, et je les trouve cohérents dans ça on en a déjà parlé, cohérents dans ce qui est proposé sur le terrain, et c'est pour ça que je les vois pas perdre peut-être autant de matchs qu'Alan dit. Ils vont en perdre, mais ils seront en play-off, et je pense assez facilement, et je pense qu'ils auront du coup, comme l'a dit Tom, ils seront habitués aux grosses joutes que peuvent être les fins de saison où ils vont jouer contre des équipes qui vont aussi jouer leur place. Là ça va être des très gros matchs, et eux ils seront prêts. Alors s'ils ont pas de blessures, si tout le monde tient et qu'ils arrivent quand même à prendre de la confiance sur ces matchs-là, je pense que ça peut être intéressant de les regarder jouer en play-off aussi. Juste une question, Alan, parce que quand on regarde le classement à l'heure actuelle, ils sont qu'à 2 matchs et demi de la 9e place. Tu parles beaucoup de leur gros calendrier, les Nets. Est-ce que tu les imagines rater les playoffs, ou non, tu le vois quand même en playoffs? Ça serait extrême, je pense. Je pense que quand on avait fait l'épisode sur les Nets il y a un bon mois, je sais plus si j'avais dit que je les mettais en playoff du fait du calendrier. J'étais un des seuls, je crois, qui les mettait dedans. Ouais. Mais là, ils ont réussi quand même à gagner des matchs dernièrement, ce qui fait qu'ils ont eu en fait une certaine sécurité vis-à-vis de ça. Je pense qu'ils seront en play-off. Mais c'est encore une fois, c'est la conférence Est, entre 5 et 10, c'est par défaut, en fait. Ils y seront, mais parce que derrière, ça va aussi perdre des matchs, et voilà. Non, je pense qu'ils seront quand même en play-off, mais c'est vrai que ça reste serré, et que si ils se prennent un éclat dans un road trip où ils perdent 5-6 de suite, ou 5-6 sur 7 matchs, ça peut être compliqué pour eux. Ok. Moi, rapidement, avant qu'on marque une pause et qu'on attaque le top 4, alors pour moi, c'était vraiment très, 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 très serré. J'ai énormément hésité, et j'ai donné juste l'avantage à Indiana,
Par rapport aux playoffs, et pas par rapport au niveau de l'équipe en playoffs, parce que j'ai l'impression que les Nets, oui, sont plus talentueux, mais tous les à côté sont du côté d'Indiana. Ils ont de l'expérience, c'est une franchise qui est habituée en playoffs, le terrain, enfin, j'ai l'impression que tous les à côté est du côté d'Indiana. Et juste une stat qui, moi, m'effraie complètement par rapport aux Nets, 18, c'est le nombre de minutes jouées en playoff quand on additionne D'Angelo Russell, Joe Harris, Jarrett Allen, Rondé Hollis-Jefferson, Caris LeVert et Spencer Dinwiddie. C'est en gros leurs joueurs les plus importants ont jamais joué une minute de playoff. Alors que du côté d'Indiana, c'est peut-être moins fort, mais tous les mecs ont joué les playoffs. Au bout d'un moment, ça a fait pencher la balance, du côté d'Indiana. 18 minutes. Et on n'a pas le temps, mais pour l'anecdote, Spencer Dinwiddie a joué 2 minutes de playoff avec Détroit en 2015-2016. C'est pour ça que je me suis rappelé de Dinwiddie tout à l'heure. J'ai pas les drafts des Pistons de tête, vous inquiétez pas. Et là-dessus, je pense qu'on va marquer la pause et ensuite, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, le top 4 à l'Est, juste après la pause. On entre dans le top 4 à l'Est, c'est là que ça devient intéressant. Petite précision, Tom va être obligé de nous quitter à un moment, donc Tom, on va te donner un peu la parole au début. Alors, ce qui est intéressant avec ce top 4, et c'est pour ça que c'est super cool de nous avoir pendant ces quelques minutes-là, tous les 4, c'est qu'on est d'accord sur une seule chose, quand il s'agit de classer Bucks, Raptors, Celtics et Sixers, c'est qu'on met tous les Bucks en numéro 1. On en discutera. Mais ensuite, et c'est là où c'est super intéressant, c'est que nos avis sont assez différents. Pour le trio qui suit, Alan et Tom se rejoignent sur le Boston, Toronto, puis Philadelphie. Pierre, tu préfères Toronto, Philadelphie et Boston. Et moi, enfin, je préfère le Philadelphie, Boston, Toronto. Alors, ce qui nous donne à la fin, si on ramène tous nos classements, le Sixers 4, Raptors 3, Celtics 2, Bucks 1, et il faut savoir, et cette anecdote je la trouve assez incroyable, qu'à Las Vegas, Bucks, Celtics, Raptors et Sixers ont la même cote pour gagner le titre. C'est-à-dire que même Las Vegas ne sait pas tellement c'est serré. Je vais te laisser commencer, Tom, parce que Alan et toi, c'est un peu moins le cas récemment, mais vous êtes un petit peu échangé des petits matchs d'escrime là sur les Celtics, et tu m'as mis les Celtics 2. Alors là, je veux avoir ton avis. Alors, j'ai mis les Celtics en 2 pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont rien fait et si les playoffs devaient commencer demain, c'est une équipe qui il y a eu la blessure de Kyrie, donc c'est un petit peu compromis, mais c'est une équipe il y a pas eu tellement de changements et je pense que la continuité, ça a son importance et le fait que les joueurs se connaissent, ça a son importance pour attaquer des playoffs. C'est si les playoffs commençaient demain. C'est pour ça que j'ai mis les Celtics aussi haut. Les Sixers, je les ai mis plus bas. Alors oui, certes, en termes de fit, leur 5 majeur, il est énorme et même le banc, ils ont réussi à récupérer des pièces qui sont assez intéressantes, notamment avec Mike Scott qui aura un bon apport à l'arrière, Boban Marjanovic, James Ennis. Tu vois, par exemple, moi, la seconde unit, ça m'intéresserait bien de voir, par exemple, des parties de match avec Simmons et toute la seconde unit, tu vois. Moi, c'est un truc que je trouverais intéressant. Mais je les ai mis 4e par rapport à l'alchimie, puisque, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, il aurait fallu développer l'alchimie. Peut-être que Tobias Harris est un petit peu, on va dire, il est surqualifié entre guillemets pour le rôle parfait qui manquait à cette équipe-là. Après, là où je trouve que c'est intéressant de l'avoir récupéré, c'est que c'est l'un des meilleurs joueurs de la NBA, notamment sur les spot-up à 3 points en termes de pourcentage et de d'efficient field goal percentage. Donc c'est très intéressant, notamment pour les playoffs. Mais le fait que ce soit nouveau et qu'il y ait énormément de pièces à intégrer et qu'il y ait aussi le fait que Jimmy Butler et Joel Embiid, eux ont déjà exprimé leur mécontentement par rapport au système et qu'il fallait tout modifier encore une fois. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu en dessous si les playoffs allaient commencer demain, quoi. Les Raptors, je les mets là où je les mets puisque je trouve que ce qu'ils ont fait pour récupérer, le fait qu'ils aient récupéré Marc Gasol, c'est intéressant pour moi, mais c'est pas là en fait où ils seront plus forts. Si tu veux, Marc Gasol, ça va augmenter un peu leur plancher en termes d'équipe de saison régulière, puisque c'est une équipe qui a 2 modes. C'est une équipe qui a le mode avec Kawhi Leonard où le jeu est plutôt on met du spacing autour de Kawhi et ensuite on met plein de shooters pour qu'ils puissent bénéficier du spacing au maximum, puisque c'est un joueur qui a du mal à créer pour les autres et qui a un peu le phénomène de vision tunnel. Mais c'est aussi une équipe qui joue
différemment quand Kawhi n'est pas sur le terrain, notamment avec un jeu de balle plus léché, une plus belle circulation de balle, et le fait de remplacer Jonas Valanciunas qui est plus un finisseur par Marc Gasol qui peut finir mais qui est plus un créateur, un joueur de post-up, un générateur d'attaque et qui est aussi un bon intérieur, notamment à la dissuasion et pour jouer des drops, ce que fait la défense de Toronto. Donc moi je trouve que c'est assez intéressant, mais sur une configuration playoff, c'est leur 5 ultime, et pour moi Marc Gasol ne fait pas partie de leurs 5 ultimes, c'est pour ça que je les ai pas placés un petit peu plus haut que ça. Et après les Bucks, je les laisse tout en haut parce que ils mettent des roustes à tout le monde en ce moment. Ils ont fait juste un petit upgrade qui est pour moi très important, puisqu'ils pourront, entre guillemets, garder le même système tout le temps et interchanger Lopez et Mirotic simplement en changeant Giannis entre le poste 4 et le poste 5. Tu as dit beaucoup de choses, Tom, mais moi je vais rebondir sur celle qui m'intéresse le plus, c'est les Celtics en 2, parce que oui, il faut faire des clics et des vues. Alan, bon, c'est sans surprise que tu mets les Celtics en 2. Pourquoi est-ce que ça rejoint Tom, le fait que l'effectif n'a pas trop changé, ou alors il y a d'autres raisons? Ça rejoint Tom parce que oui, la continuité c'est important, même si continuité Celtics ça fait pas bon ménage depuis novembre, parce que entre une série de 2-3 matchs très positifs, puis 2 matchs où il se passe des choses pas belles du tout, il n'y a pas de continuité dans cette saison des Celtics, il se passe des choses un peu hors terrain, ça se parle, ça s'attaque un peu, bref, j'aime pas trop ça, mais je reste persuadé que sur une série de playoffs, en termes de talent, de match-up, et quand les joueurs veulent jouer, on n'est pas bon à prendre du tout, et que on est au-dessus des Raptors et des Sixers. Je sais pas, les Sixers bien sûr ont un 5 très très impressionnant. Comme tu as dit, comme a dit Tom, Tobias Harris, joueur qui est très très fort en catch and shoot et dans les artères à 45 degrés, donc c'est parfait avec Ben Simmons à côté et le spacing qu'a apporté JJ Redick. Mais je suis moins d'accord sur leur seconde unit, je la trouve faible. Je trouve qu'elle a pas été extrêmement renforcée. Pareil pour Toronto, je trouve qu'ils ont perdu des joueurs, même si bien sûr il fallait faire le deal pour Gasol. Le deal pour Gasol, je suis d'accord avec Tom que pour moi leur 5 ultime c'est Siakam en 4 et Ibaka en 5. Donc Gasol est un peu le joueur en trop ici, et même si Delon Wright, CJ Miles et compagnie faisaient pas des saisons exceptionnelles, je trouve que leur banc maintenant il est pas hyper ronflant. Ça va jouer à 8-9 et avec des joueurs pas, ils pourraient peut-être aller chercher quelqu'un sur le marché des buyouts, je pense, parce que c'est pas hyper profond. Et puis voilà, après Milwaukee est devant parce que Milwaukee atomise tout le monde et que c'est une équipe extrêmement bien huilée, bien coachée, avec des joueurs qui sont dans leur rôle. Mirotic vient apporter un upgrade à Ilyasova. Donc c'est quelque chose de très fort, mais moi je vais mourir avec cette conviction que cette année il faudra me prouver que on perd une série de playoffs face aux Raptors et aux Sixers. On peut la perdre. Franchement, ça serait pas honteux, mais je pars dans l'idée que on peut taper ces équipes-là. Donc je vois pas pourquoi je les mettrais devant nous. Je me permets juste pour le bon Toronto, faut savoir que là aujourd'hui ils sont un peu dans l'illégalité puisqu'ils ont que 10 joueurs sur contrat et la NBA interdit, tu dois obligé d'avoir au moins 11 joueurs dans ton roster, sinon tu dois payer des pénalités, et après la trade deadline tu dois monter au minimum à 13-14 puisque tu as une obligation d'avoir tu dois avoir minimum entre 14,5 joueurs dans ton roster après la trade deadline. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller avec eux puisqu'ils seront obligés de signer des gens. Après avoir entendu tout ce qu'on a entendu sur les Celtics, je vais me tourner de ton côté, Pierre, parce que tu es celui qui les a le plus bas. Tu as les Celtics en 4e position dans ce quatuor. C'est dimanche dernier, ça. Oui, certains pourront dire que ton aversion envers Philadelphie depuis 1 an et quelques a aussi peut-être des rapports avec ce qui s'est passé à un Super Bowl, mais ça c'est un détail. Pierre, pourquoi je vais te la poser autrement. Moi, j'ai les Celtics si bas et tu vas me dire si t'es d'accord, parce que j'ai l'impression, et c'est totalement bizarre, c'est pas du tout palpable, quand je regarde ces Celtics jouer, j'ai l'impression qu'il y a un truc, ça m'inspire pas confiance. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Bah, c'est un des trucs que j'ai discuté avec Alan. Déjà, je remets les choses en place, je suis pas Celtics hater, c'est peut-être ceux que j'ai envie de voir en finale pour pouvoir les taper avec Oklahoma. Donc juste pour chambrer Alan, donc j'ai envie qu'ils aillent. Alors qu'on les tape tout le temps, je remets les choses dans le contexte. Mais non, je suis complètement d'accord avec toi en fait, et en fait je les mets là parce que sur le début de saison, ils m'ont pas
convaincu. Alors 7, il y a eu des gros matchs, notamment contre OKC, il y a eu des grosses perfs, il y a eu des bonnes choses parfois, mais il y a pas mal de joueurs qui me déçoivent, qui sont pas au niveau auquel tu pouvais attendre. Si tu prends l'exemple de Terry Rozier, qui est assez décevant, ça Alan pourra en parler. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui pour moi sont décevants. Et aussi, contrairement à l'année dernière, comme tu l'as dit, j'ai moins confiance en cette équipe-là et j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose de brisé un petit peu. Je les sens moins en mission que l'année dernière, où tu sentais que les blessures les avaient affectés, ils jouaient pour les gars, pour Hayward ou pour quand sans Kyrie, ils étaient concernés. Là, j'ai l'impression ils se laissent un petit peu couler. Ils sont moins concernés. D'ailleurs, il y a Maurice qui vient de déclarer un truc dans la presse là juste pendant qu'on enregistre que les attitudes sont pas exceptionnelles. Ouais, c'est après la défaite contre les Clippers, on menait de 28 points à la maison, on s'est fait rattraper après la blessure de Kyrie. C'est l'exemple de match qui font que je les mets là où un peu plus bas que les autres équipes. C'est l'exemple de ce match-là où ils sont capables des fois de moins jouer, de moins être concernés. Et ça, est-ce qu'il y aura un déclic en play-off? C'est possible, hein. Oui, c'est largement plus. Il y a pas de continuité dans la saison. Ouais. Alors est-ce qu'il y aura un déclic en play-off comme on avec Alan, on en parlait en interne, c'est possible. Mais pour l'instant, j'ai une confiance moyenne en fait dans ce qui peut se passer. Alors après, ils ont un effectif qui fait qu'ils peuvent s'adapter à beaucoup de choses, qui vont poser beaucoup de problèmes sur des séries de playoffs à quasiment toutes les équipes, mais j'ai moins confiance en eux que peut-être dans les autres équipes. J'ai mis les Sixers juste devant eux parce que il y a des gros problèmes d'alchimie. Ils vont devoir mettre en place petit à petit leur collectif et ça va être juste avant les playoffs, même si leur 5 niveau talent est quelque chose quasiment inégalé en NBA, hein, il faut le dire, à part les Warriors, au niveau du 5 majeur, c'est très 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 fort. Mais j'ai quand même un peu plus confiance en eux parce qu'il y a Joel Embiid, même si je l'apprécie moyennement, j'ai confiance en eux. Et ouais, t'as confiance dans les Sixers. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour te donner confiance? Ça, c'est vraiment une question. Qu'est-ce qu'ont fait les Celtics sur ces 6 derniers mois pour nous donner la moindre confiance? C'est la même chose aussi. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Sixers de plus? Ils ont une meilleure équipe. T'as Joel Embiid qui joue comme MVP et qui est le meilleur joueur. Il va encore être fatigué en play-off dans les fins de match. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est vrai. Il est pas fit. Je suis désolé. On verra. Mais pour les Celtics par exemple, tu vois, moi là où au début de saison je mettais Toronto largement devant eux, notamment par rapport à l'attaque et tout ça. Mais en fait, je me rends compte que ils arrivent à être bons, notamment depuis que les deux Marcus sont dans le 5 majeur, ils arrivent à être bons avec un mauvais Hayward en fait. Et c'est là où je me dis que il y a peut-être quelque chose. Si lui il arrive à passer un petit cap, ça peut les propulser. Ce sera pas cette année s'il passe un cap. Ouais, ce sera pas cette année qu'il passe un cap pour moi Hayward, et c'est ça aussi qu'ils font. Je vois pas d'autres joueurs. Hayward va pour moi pas progresser de là les playoffs. Terry Rozier peut-être pas non plus. Alors même si c'est des matchs qu'il apprécie, on le sait, mais je le vois pas passer un cap. Alors ça va dépendre peut-être de Tatum, du niveau de Kyrie s'il est ici, parce qu'il est blessé. Enfin voilà, ça va dépendre de ça, mais j'ai moins confiance en eux. Et par rapport aux Sixers, oui, il y a des problèmes d'alchimie. Je suis comme Alan pas trop convaincu par leur banc, ce qui fait aussi que je les mets que 3e entre guillemets malgré leur 5. Mais il y a Joel Embiid et il y a quand même des joueurs qui pour moi en play-off peuvent faire mal, et très très mal. Et juste une chose, moi si je devais choisir à la fin de l'été, je prends Tobias Harris avant Butler pour les Sixers, et largement. Ouais, bien sûr, mais moi, juste pour rebondir sur Alan et son aversion envers Philadelphie, à l'heure actuelle, j'ai pas d'aversion. On est bien gentil avec les Celtics qui ont 9 joueurs, mais au bout d'un moment, les playoffs, ça se décide pas avec ton 10e joueur. Ton 10e joueur, il est en tenue. En 7e match de playoff. C'est vrai. Mais là, c'est quoi les 6e, 7e joueurs des Sixers? Moi, je vais te dire ça autrement. À tout moment, les Sixers, ils auront 2 All-Stars ou borderline All-Stars sur le terrain. Ouais. À tout moment. À un moment, les Celtics, il y a un moment où je suis arrivé au même stade que Pierre où je me dis, c'est pas cette année, il y a un truc que je ressens pas dans l'équipe. Oui, ouais. Mais, moi aussi, je suis d'accord, cette équipe, il y a un problème dedans, c'est pas ce qu'on attendait, il y a un petit problème dans ce qu'elle est. Et puis, mais les Sixers, c'est pas les Warriors, hein. Puis t'es le premier à parler de la carotte que Kyrie va vous mettre, mais je pense que ça joue aussi, hein. Mais clairement, oui, les Celtics, ce qui est bien, c'est que, alors, moi et Pierre, on est un peu dur avec les Celtics mais on est d'accord pour dire que tout se joue avec, c'est du pile ou face. Je veux dire, par exemple, on met beaucoup les
Bucks sur un piédestal. Moi, mon vrai problème avec les Bucks, parce que les Bucks sont loin d'être parfaits, pour moi, je mets juste les Bucks numéro 1 parce que c'est ceux qui m'effraient le moins. J'ai l'impression qu'il y a les 3 autres équipes peuvent vraiment mal tourner, moins les Bucks. Mais les Bucks, j'ai l'impression ils ont un seul mode, les Bucks. Si tu trouves un moyen de défendre leur système au large où Giannis tient le ballon, alors c'est un grand si, hein, on est d'accord, mais si tu arrives à contrer ça, ils font quoi les Bucks exactement, pardon? Ils perdent de 20 points chez eux contre Orlando. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, et d'ailleurs c'est aussi une chose que j'ai dit à Alan en interne. J'ai dit que pour moi, il fallait que les Celtics le mieux tomber contre les Bucks, parce que eux, ils avaient peut-être un peu de personnel à envoyer sur Giannis. Donnez-moi les Sixers, c'est bon. On m'a chauffé là. Mais voilà, pour moi, c'était une équipe qui pouvait, enfin, c'était peut-être pas la pire équipe pour eux sur laquelle tomber. Et après, je suis comme toi par rapport aux Bucks. Je les ai mis incontestable parce que sur le début de saison, c'est potentiellement la meilleure défense NBA. Que ce soit en rating ou de ce qu'ils ont montré, ils ont un jeu offensif qui certes repose énormément sur Giannis, mais qui fonctionne bien avec des shooters autour. L'ajout de Mirotic, ça ajoute une dimension encore supplémentaire à ça, parce que s'il est en forme, Nikola Mirotic de playoff l'année dernière, c'était très fort. Enfin, il peut, je le vois complètement s'épanouir dans cet effectif-là. Alors certes, il y a peut-être un problème d'alchimie, mais je vois déjà son rôle en fait. C'est évident comment il va être utilisé, Mirotic. Donc c'est moins dur à peut-être l'intégrer que les nouveaux joueurs des Sixers par exemple, ou que Marc Gasol aux Raptors. Et voilà, c'est ce qui fait que j'ai confiance en cette équipe-là. Et je pense que les Bucks, eux, ont peut-être un petit peu de pression au final cette année, parce que Giannis va peut-être être MVP, même sûrement. T'as un nouveau coach, il faut que tu confirmes que tu peux aller loin en playoff avec ce groupe-là. Ouais, on l'avait dit, hein. On l'avait dit dans un épisode d'avant-saison, c'était une saison charnière pour les Bucks, et en l'occurrence, ils ont répondu présent. Mais moi, je tiens à dire, je pense que je parle au nom de tous, on a mis les Bucks tous 1, mais ça veut pas dire qu'on va les Bucks, pour moi, c'est du pile ou face sur les 4 équipes. Même si, et c'est l'équipe dont on a le moins parlé, les Raptors. Pierre, il faut que tu m'expliques comment en 2019 tu peux avoir confiance dans les Raptors pour gagner 2 séries compétitives à l'Est. Déjà, c'est plus la même équipe que les années auparavant. T'as plus DeMar DeRozan, t'as Kawhi, t'as Danny Green. Enfin, t'as toujours Kyle Lowry. T'as toujours Kyle Lowry, certes. Mais voilà, c'est déjà plus la même équipe. Je mets les Raptors 2 aussi pour leur première partie de saison qui était plutôt intéressant. Ils sont un peu moins bien en ce moment, mais sur le début de saison, c'était une très bonne équipe. Et il y a l'ajout de Gasol. Alors là, vous avez dit, de ce que j'ai entendu, vous avez dit que le 5 ultime des Raptors, c'était pas celui avec Gasol. Mais ça veut dire que Gasol, il va jouer contre des bancs. Mais enfin, je sais pas, est-ce qu'on se rend compte un peu? Enfin, c'est Marc Gasol qui va jouer contre des bancs NBA. Donc des pivots backup. Je pense que ça peut faire un petit peu mal. Et ce qui est pour moi, cet ajout de Marc Gasol est aussi intéressant pour eux parce qu'ils perdent Valanciunas qui était largement bon que Gasol déjà et qui avait un problème de fit avec lui. Il jouait de moins en moins. Dylan Wright qui jouait moins que les années auparavant et qui apportait moins. Enfin, tu perds pas grand chose pour amener Gasol qui t'amène une autre option en fait. Je pense que ça sera intéressant d'avoir Gasol pour eux quand il faudra peut-être défendre sur Embiid ou des choses comme ça. Et ce qui pour moi, j'ai quand même confiance en eux. J'espère pas me tromper, j'espère qu'ils vont pas me faire une Raptors, mais pour l'instant je les mets 2e. Faire une Raptor. Faire une Raptor, ça va rentrer dans le vocabulaire NBA ça. Et par rapport à Marc Gasol, on parle beaucoup des match-ups, on est encore trop tôt pour se lancer là-dessus, mais typiquement s'il joue les Sixers, Marc Gasol, il est titulaire. Marc Gasol, il joue contre Joel Embiid. Tu vas pas mettre le reste contre Joel Embiid. Même si moi, j'ai dû le dire il y a 2 ans, je peux pas parier sur les Raptors pour gagner 2 séries compétitives. Parce qu'il va falloir gagner 2 séries de haut niveau. Là, le niveau banc, ils vont avoir un avantage sur la plupart des équipes NBA en fait, tout simplement, parce que quand en sortie de banc t'auras peut-être Gasol, t'auras Van Vliet, t'auras Anunoby, enfin t'as des bons joueurs quoi. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal 3 joueurs de ce niveau-là en sortie de banc. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui les aimeraient en titulaire quasiment. Donc moi ma peur avec les Raptors, c'est que, alors encore une fois, c'est caricatural, hein. Mais en dehors de Kawhi, c'est qui le joueur qui risque je vais faire même plus simple. Dans les moments où Kawhi est sur le banc. Alors le collectif, blablabla, oui, on sait. Là, ça doit être à Kyle Lowry. Faut que tu mettes, quand Kawhi est sur le banc, je pense qu'il faut que tu mettes Lowry et Gasol ensemble et que tu joues leur pick and roll. Ça peut être une solution. À voir comment ça, sur le papier, ça peut être un très bon pick and roll, mais Lowry est loin de faire sa meilleure saison. Moi, je suis assez sceptique. C'est pour ça que le projet Sixers
m'intéresse assez et me plaît pour l'instant, c'est que je me dis qu'à tout moment, ils vont avoir 2 très très bons joueurs sur le terrain et ça peut compenser pour le reste dans des périodes creuses du match, et dans les grosses périodes du match, ils auront un 5 à couper au couteau. Mais c'est vrai que je comprends que le fit puisse faire peur, et surtout, ce qui peut faire peur, c'est que le temps que les ajustements se fassent, ça se trouve, ils vont finir 4 et tu vas devoir aller gagner 2 séries à l'extérieur. Et ça, j'y crois pas une seconde. Et je pense que les places auxquelles les équipes vont finir vont être importantes aussi. Ouais, largement. Ouais. Parce que pour l'instant, Boston est 5e. Est-ce qu'ils vont passer devant Indiana? Peut-être, mais est-ce qu'ils seront devant Philadelphie? Qui prendront? Enfin, ça va avoir une grosse importance. Je pense qu'il y aura peut-être qu'on met Milwaukee au-dessus de tout le monde, mais que face à certains adversaires, on les mettra perdants, tout simplement en début de série de playoffs. Et ça peut être l'inverse pour d'autres équipes. Donc je pense que le match-up sera à calculer pour ces équipes-là. Surtout qu'on est sur des équipes qui historiquement voyagent très mal. Celtics, Raptors, on est sur des équipes qui voyagent très mal. Donc ça va être totalement déterminant, mais ça c'est sûr. Et moi encore une fois, je l'ai dit, j'ai dû le dire il y a 1 ou 2 mois ça, j'ai énormément de mal à imaginer une équipe gagner 2 séries à l'extérieur. Enfin, sans l'avantage du terrain. Ça me semble, on a dit c'est tellement serré qu'une équipe capable, ou alors là faudrait qu'elle ait un momentum incroyable de son côté, mais aller gagner 2 séries à l'extérieur, surtout que le premier tour va te créer aucun momentum, parce que je pense qu'on aura minimum 2 sweeps sur les premiers tours. Ça va, c'est là où l'absence d'Indiana aide un peu tout le monde, hein, parce que là personne aurait voulu jouer Indiana au premier tour. Ouais. Après, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on aura des finales de conf et même des demi-finales de conf des 2 côtés de l'Amérique très intéressantes. Ah, mais même plus intéressante à l'Est, hein. Peut-être pas en niveau de jeu, mais et encore. Parce que je pense que le 3-4 à l'Est est peut-être plus fort que le 3-4 à l'Ouest. Mais c'est un débat. Mais peut-être en termes de niveau de jeu, il n'y a pas de Warriors à l'Est. C'est-à-dire que tout le monde, 1-4, on sait pas encore c'est qui, mais 1-4, le 4 peut sortir, ça serait pas scandaleux. Ça, c'est super intéressant. Alan, rien à dire. T'as pas trop parlé des Raptors. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur les... Il faut encore les insulter, quoi. Comme les Sixers. Mais j'insulte personne. On va me faire passer pour un truand, excusez-moi. J'insulte personne, moi. Je suis dubitatif sur certaines choses. Je demande à être en tort ou pas. Mais non, en fait, sur les Sixers, si je dois plus parler des Sixers, j'ai peut-être... Il veut absolument parler des Sixers. Il veut en parler des Sixers. Non, mais c'est juste que, en fait, je pense que ils seront jamais aussi bien que sur les 3 prochains mois, là. Mais c'est après que je pense que ça peut partir en live. Genre les 76ers. Par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui ont pointé ça du doigt. Et alors moi, j'étais d'accord au moment du trade. Et après, je me suis dit un truc tout bête. Ça va faire 10 ans, en gros, 10 ans que les finales NBA pour l'Est, c'est totalement inenvisageable à cause de LeBron. Donc si tu t'offres la chance de faire une finale NBA, alors peut-être que les Sixers ils vont se casser la gueule en juillet, ok, mais ils s'offrent cette chance-là. Ouais, mais je suis d'accord. Mais après, il y a des questions de s'ils décident de reprendre Butler et Harris, il y a déjà Butler qui râle un peu sur certaines choses. Harris, est-ce que c'est un joueur qui vaut le prix qui va être mis sur lui? Je trouve qu'ils ont quand même donné beaucoup pour avoir Harris, alors que c'est bien sûr là il joue le titre, et je pense il joue la finale NBA, parce que tu peux pas jouer le titre avec les Warriors. Tu peux pas jouer le titre avec les Warriors. Tu joues l'accession à la finale NBA. Après, intrinsèquement, je pense qu'ils ont tout fait pour faire ça. Leur équipe fait peur, mais ça fait beaucoup à digérer et à engranger pour Brett Brown. Et je disais que Brett Brown est un mauvais coach NBA. Brett Brown est capable de sortir des line-up en playoff qui n'ont aucun sens. Et il a été responsable pour moi de la défaite des Sixers face aux Celtics l'an passé. Et là, il a beaucoup plus de qualité. Alors, s'il se rate, ça sera vraiment extrêmement surprenant. Et je pense que ses jours seront comptés du côté de Philadelphie. Mais, bien sûr, comme vous l'avez dit, il a tout intérêt à chaque fois à jouer avec 2 stars, voire proches de très très forts superstars NBA. Mais je sais pas, j'arrive pas à lui faire confiance sur une série de playoffs. J'ai du mal. Après, côté Raptors, faut pas oublier, Nick Nurse aussi, c'est un rookie. Il va devoir intégrer Marc Gasol en très peu de temps. Ça peut être aussi compliqué. Mais c'est vrai que Brett Brown rassure pas trop. Après, juste par rapport aux Sixers, moi, je me dis tout simplement que, alors,
il y a le scénario où ça marche. Disons, ils vont en finale NBA. Et ben alors oui, mais c'est un problème de riche de re-signer tout le monde. Parce que si tu es allé en finale NBA, c'est que t'as réussi à sortir 2 membres du top 4 à l'Est. Donc pourquoi pas continuer l'aventure? C'est que ça a réussi, ça a marché. Et si ça échoue, eh ben ok, moi je comprends pas, en NBA, t'as jamais le droit d'admettre que tu t'es trompé. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. En NBA, tu fais un trade, tu dois limite re-signer les mecs. Non, pour garder la face, non. T'admets en juillet prochain que tu t'es trompé. Toi, tu admets, mais les gens, ils admettent pas, tu vois. Ils vont préférer re-signer. Genre, c'est... Tu penses pas que déjà ramener Harris, c'est déjà préparer le terrain pour la non-re-signature de... Signature de Butler? Ouais. Moi, j'avais cette impression-là aussi. Hein. Ouais, c'est possible. C'est pour ça que j'ai dit que je préférais Harris, moi, à un moment, parce que je voyais ça aussi dans cette optique-là. Si tu parles d'une troisième arme à côté de Simmons et Embiid, je préfère avoir Harris. C'est beaucoup plus Harris que Butler. Ouais. Sûr et hors dehors du terrain. Après sûr, non, peut-être pas, parce que Butler est un fort joueur. Mais en dehors et dans tout le reste, oui. Puis, Butler fait pas une meilleure saison que Tobias Harris cette année. Je suis désolé, hein. Non. Après, il a des circonstances atténuantes, mais ouais. Ouais, mais au bout d'un moment, le niveau du joueur, il en est affecté par tout ça. Enfin, je veux bien qu'il ait des circonstances atténuantes, mais entre son comportement et son niveau de jeu, enfin, ce qu'il produit sur le terrain, Tobias Harris est pour moi devant. Voilà. Après, moi, ce que j'apprécie avec l'arrivée d'Harris aussi, si on est purement terrain, c'est que tu enlèves encore un peu de responsabilité à Butler et que défensivement, tu vas pouvoir missionner Butler sur n'importe qui de l'équipe d'en face sur une série de playoff. Et là, ça peut poser de gros problèmes à certaines équipes. Alors si Butler, ça deviendrait Robertson, prévoit le pétage de câble rapidement, quoi. Ouais, mais tu vois, il va peut-être pas apprécier, mais au bout d'un moment, et c'est ce que j'avais mis en avant, c'est pour moi le paradoxe Butler, c'est qu'au bout d'un moment, si gagner, le mec semble vouloir dire que gagner pour lui c'est plus important. Ok, si pour toi gagner c'est plus important, tu vas accepter que sur une série on te mette sur Kyrie Irving et que tu vois limite pas le jour en attaque, mais si ça bloque les Celtics, tu t'en accommodes. Si on te dit pareil sur Kawhi Leonard, tu le fais. Pareil sur Chris Middleton. À voir s'il va être capable de faire ça. D'ailleurs, dernier point aussi, pourquoi j'ai mis les Sixers assez haut, c'est parce que je me dis que eux sur une série contre les Bucks, défensivement, ils ont le matos pour être assez gênants. Ils peuvent mettre Simmons sur Giannis, ils mettent Butler sur Middleton, et si les Bucks veulent jouer au plus malin et faire sortir Embiid en jouant vite, ils vont mettre Embiid en attaque et ils vont jouer au poste sur Brook Lopez, qui est la grosse faiblesse de la défense des Bucks. Après, pour rebondir sur ce que tu dis sur Giannis, il y a une chose qui est de plus en plus vue en NBA aussi, c'est que les équipes mettent leur pivot directement sur Giannis. Ouais. Pivot qui reste peut-être des fois loin dans la raquette pour obliger Giannis à tirer de loin, mais c'est quelque chose qui est vu aussi. Et si tu mets Embiid, Boban, ce sera plus compliqué. Mais tu vois, il y a des équipes aussi peut-être qui ont calculé qui ont calculé aussi par rapport à ça. Tu vois, par exemple Gasol, si tu le mets sur Giannis dans la raquette, à voir ce qui peut se passer. Tu vois, c'est peut-être des choses qui seront tentées en playoff, ça sera intéressant de le voir, plutôt que de mettre tout le temps un profil physique qui s'approche de celui de Giannis alors que c'est impossible. À voir. Mais moi, j'ai vraiment hâte ces demi-finales de conf. J'espère que tout le monde reste en bonne santé, parce que pour l'instant, il n'y a pas de... Ça, c'est un semi-miracle quand même. À part Kyrie, mais on ne sait pas encore. Au moment où on enregistre, on ne sait pas. Espérons qu'ils soient en bonne santé, mais pour l'instant, Sixers, c'est vraiment, eux, c'est un miracle pour eux, à l'heure actuelle. On a tout le monde en à peu près bonne santé. Espérons que ça reste comme ça. Donc, dernière question, Tom, vous l'avez deviné, mais Tom n'est plus avec nous. Donc, si vous deviez donner le nom du représentant de la conférence Est... Oh non. Allez, Alan, t'étais obligé d'y passer, et on demandera à Tom par message. Si tu devais donner un nom en ce 10 février 2019, Pierre, tu dirais? Milwaukee. Alan? Milwaukee. on sent qu'il a pas envie. J'aurais dû dire les Sixers juste pour Alan, mais franchement. Non, t'inquiète, tu peux les Jinx. Je donne Milwaukee aussi. À voir avec Tom. Je pense que Tom va aussi donner Milwaukee, sachant qu'on a tous donné Milwaukee à la première place. Pas trop de suspense, je pense, la semaine prochaine pour qui sera premier à l'Ouest non plus. Mais à vous de nous dire sur les réseaux sociaux, est-ce que vous imaginez une autre équipe que Milwaukee? C'est vrai que le CV de Milwaukee, pour l'instant, il est assez parfait. Pour l'instant, ils ont eu même des gros résultats, ils ont été battre les Warriors, enfin ils ont vraiment tout pour eux. On a l'impression on se demande un peu comment la machine pourrait s'enrayer, mais c'est un peu
La magie des playoffs. D'ailleurs, dernier point, je continue de parler. J'en ai pas parlé, mais j'ai parlé de l'avantage du terrain. Il est fort dans 3 salles, pas à Milwaukee. Milwaukee n'a pas un gros avantage du terrain. Ouais, ils avaient quand même pas perdu un match à la maison l'année dernière, en playoff. Oui, mais c'est pas grâce aux spectateurs. C'est parce que les Celtics pouvaient pas gagner à l'extérieur. C'est vrai. C'est vrai. Mais avoir ce petit détail-là, après peut-être que la folie de Giannis sera enflammée. En plus, c'est une nouvelle salle, donc les traîner en play-off et sur une finale NBA, ça serait magnifique pour eux. Ça serait bien pour eux avec toute leur nouvelle salle, leur nouvelle identité aussi qu'ils y développent petit à petit depuis plusieurs années. Je me souviens qu'Alan les avait défoncés il y a quelques années là-dessus, mais voilà. Et ça se trouve, on n'y a pas pensé ça, Pierre. Ça se trouve, quand Alan s'acharne sur une équipe, en fait, elle est promise à un grand avenir. Orlando, si vous nous écoutez. Ah bah Orlando, ils vont gagner 12 titres de suite, c'est... Bah, du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure cet épisode numéro 149 du podcast. On a été assez sérieux. On n'a pas dépassé le cap de l'heure 30. On en est même très loin. Donc, je suis assez fier de nous. Ça a été plutôt bon. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous étiez d'accord ou pas avec ce qu'on a pu dire. Et je pense notamment que la dernière partie va faire jaser. Après, ce qui est intéressant, c'est vous avez toutes les gammes d'avis parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. On dit souvent qu'on est d'accord sur tout. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout d'accord. Du coup, je vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les plateformes où vous écoutez l'émission, Podcast Addict, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. YouTube, enfin bref, partout, on est partout. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 150 qui sera le Power Ranking de la conférence Ouest cette fois-ci. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut.